L'Observatoire des sciences de l'univers de l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines à l'honneur ce soir dans la chronique Environnement. Valérie. Oui, absolument. Il s'agit de parler de couches d'ozone et de réchauffement climatique. Et avec nous ce soir, Sophie Gaudin-Wickman, j'ai déjà oublié votre nom, pardon. Bonsoir et merci d'être avec nous. Et vous êtes la nouvelle directrice en fait de l'OVSQ, l'Observatoire de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, depuis le 1er juillet dernier. Pourquoi avoir accepté ce poste? Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, ce qui m'a motivée, c'est de pouvoir m'investir un peu dans le management de la recherche après des années de recherche personnelle, parce que les observatoires des sciences de l'univers sont des structures assez spécifiques dans l'université. Ce sont des structures à la fois favorisant l'enseignement pour l'université, mais aussi qui ont pour mission l'observation et la recherche. Donc, c'est des structures assez particulières et qui ont des missions intéressantes. D'accord. Quel est votre parcours ? Alors, je suis spécialiste de la couche d'ozone. C'est le sujet que j'ai poursuivi au cours de ma carrière de recherche. Voilà. D'accord. Et donc, quelles sont les missions de l'OVSQ aujourd'hui ? Alors, les missions sont l'observation, l'enseignement et la recherche. Et votre rôle en qualité de directrice, de nouvelle directrice aujourd'hui ? C'est d'animer un peu tout ça, c'est-à-dire de favoriser l'enseignement au sein de l'OVSQ, qui est une composante de l'UVSQ, l'Université de Versailles Saint-Quentin, de favoriser les observations dans le domaine du climat, de la pollution atmosphérique, mais aussi l'utilisation des données issues des instruments spatiaux pour l'étude de la planétologie. Et favoriser aussi des recherches interdisciplinaires, puisque en fait l'OVSQ abrite un certain nombre de laboratoires qui sont issus de communautés différentes, à la fois les communautés des sciences physiques, mais aussi des sciences humaines et sociales. Et donc le but, c'est un peu de faire dialoguer ces différentes communautés sur des sujets communs intéressants, le climat ou la pollution ou l'environnement en général. Là, vous avez un pôle tout neuf, là. C'est véritablement des conditions idéales pour travailler ? Oui, tout à fait. Ça a été ouvert en fait en 2010, donc c'est vrai qu'on a des nouveaux locaux. On a beaucoup de choses à installer, notamment il y a une plateforme intégration et test qui a pour objectif de permettre le test d'instruments spatiaux qui sont développés dans les laboratoires. Et donc, on est en train d'installer cette plateforme au service de la recherche et des chercheurs. Et combien d'enseignants-chercheurs, justement, et d'élèves au sein de l'OVSQ ? Il y a environ 500 étudiants et puis il y a une quarantaine d'enseignants-chercheurs. D'accord. Alors, vous évoquiez justement votre thème de recherche, la couche d'ozone. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cette perturbation, à cette problématique ? En fait, j'ai toujours été intéressée par le thème de l'environnement et quand j'ai cherché un sujet de recherche, on m'a proposé un sujet sur la mesure de l'ozone qui, à l'époque, était un gaz qui était intéressant. On savait qu'il y avait, c'était dans les années 80, on savait que c'était un gaz atmosphérique qui était sujet à des problèmes en liaison avec la pollution et l'émission de gaz potentiellement destructeurs d'ozone. Mais il y a eu très rapidement la découverte du trou d'ozone dans les années 80 qui ont alerté vraiment la population mondiale sur le problème de l'ozone. Car en fait, l'ozone atmosphérique, c'est un gaz vital pour la vie sur Terre, puisque c'est lui qui filtre le rayonnement ultraviolet. Et donc, s'il n'y avait pas d'ozone, il n'y aurait pas de vie à la surface. La vie serait restée dans les océans. Et on a le sentiment tout de même qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. Vous disiez, il y a un moment où oui, tout le monde s'y est intéressé, voilà, on s'y est beaucoup intéressé. Et puis aujourd'hui, c'est banal. Oui, en fait, disons qu'on on a un peu résolu le problème aussi quelque part, puisque à la suite de la découverte du trou d'ozone, on a très rapidement fait des expériences et on a pu trouver les coupables en fait qui sont des gaz chlorés émis par les activités humaines. Et le protocole de Montréal a été signé en 1987, donc très rapidement, il a été mis en œuvre en 1989. Et donc après, on a suivi en fait l'évolution de la couche d'ozone. Et on s'est rendu compte, en fait, comme on avait
permis d'expliquer en fait les problèmes de destruction de l'ozone au-dessus de l'Antarctique. Du coup, c'est vrai que c'est un protocole qui a un succès environnemental important. C'est considéré un peu comme la success story de l'environnement parce que c'est un protocole global qui permet de protéger l'environnement à l'échelle mondiale et qui est appliqué et qui a permis de stabiliser la destruction de la couche d'ozone. Alors, évidemment, on n'en parle plus maintenant, beaucoup moins, puisque la couche d'ozone s'étant stabilisée, on pense que c'est un sujet qui est résolu, sauf qu'il faut quand même continuer à surveiller l'ozone parce que les gaz qu'on a émis pendant toutes ces années, depuis les années 30, ce sont des gaz qui ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère et qu'il faut évacuer. Et donc, il faut suivre l'évacuation de ces gaz et voir si l'ozone revient bien à la normale, comme c'est prévu par les différents modèles atmosphériques. Ce sera en 2050-2060. Voilà, donc ça va prendre beaucoup de temps, en fait. Mais donc, il faut suivre et voir si tout se passe bien comme prévu. D'accord. Alors, nous venons d'évoquer la problématique de la couche d'ozone, qui est liée aussi au réchauffement climatique. Mais avant d'aborder cela, nous allons écouter le climatologue Jean Jouzel, qui était venu pour une conférence à l'OVSQ le 29 novembre dernier. Des propos recueillis par Catherine Zoulato et Patrick Jacques de Dixmude. Bonsoir Jean Jouzel. Bonsoir Catherine Zoulato. Vous êtes président du GIEC, le groupement d'études sur le climat. Et il faut le rappeler, vous êtes co-lauréat du prix Nobel de la paix, c'était en 2007. Et puis vous travaillez toujours au sein du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, au sein de l'OVSQ. On se trouve là ce soir parce que vous êtes venu animer une conférence avec une thématique, je trouve, très très large, le réchauffement climatique. Où en est-on ? C'est vaste. Hein. Ouais, tout d'abord, je tiens à préciser que je suis vice-président du groupe scientifique du GIEC. C'est vrai que je suis impliqué dans le GIEC depuis une vingtaine d'années maintenant. Et c'est une année importante puisque nous allons dans quelques mois publier le 5e rapport du GIEC qui effectivement sert de référence, nous sert disons, de base commune à toute la communauté scientifique. Et la publication, c'est sur 2013-2014. Oui, c'est très important, mais je continue aussi à avoir des activités de recherche un peu moins qu'il ne faudrait peut-être. Et sur cette 5e édition du GIEC, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Il y a les plus pessimistes annoncent par exemple une augmentation des températures de 4 degrés d'ici 50 ans. Oui, malheureusement, mais c'était déjà dans le 4e rapport du GIEC, à savoir et c'était déjà dans le premier rapport du GIEC. Si on émet des gaz à effet de serre sans y prendre aucunement attention, eh bien, dès en 90, nous disions que après 2050, dans la deuxième partie du XXIe siècle, le climat se réchaufferait de 4 degrés, de 3-4 degrés. Finalement, les rapports du GIEC suivants étaient dans la continuité. On dit toujours un peu la même chose. On se répète, mais on précise. Oui, je crois que d'ailleurs c'est très bien. Je crois que c'est un hommage à la communauté scientifique. Les projections qui avaient été faites il y a 20 ans restent tout à fait valables. Évidemment, on les a précisées, leur caractère régional. On a beaucoup appris en une vingtaine d'années. Mais, et c'est pour ça, pour répondre à votre question, je crois pouvoir dire que le 5e rapport du GIEC sera dans la continuité. Par exemple, les modélisateurs français, nous avons deux modèles en France, celui de l'Institut Pierre-Simon Laplace, dont fait partie le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, et celui de Météo France. Les résultats ont été publiés et on voit effectivement des réchauffements importants. Ça confirme ces chiffres si rien n'est fait pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors on va parler de ce qui se fait aujourd'hui, on va parler du protocole de Kyoto parce qu'il s'achève, là, la première phase s'achève au 31 décembre 2012. Mais d'abord, si on dit aux gens comme ça 4 degrés d'augmentation de température, finalement c'est pas grand-chose, c'est plutôt même sympathique. Mais non, il y a des vraies conséquences. Non, voilà, il y a des vraies conséquences. Il y a des vraies conséquences. On donne souvent une image, enfin moi-même, mon domaine de recherche, ce sont plus les climats du passé à partir des glaces polaires. Et si on regarde la dernière période glaciaire, c'était il y a 20 000 ans, le niveau de la mer était de 120 mètres plus bas qu'actuellement, et tout cela parce qu'il y avait une énorme quantité de glace qui était sur toute l'Amérique du Nord, disons l'Europe du Nord, la Scandinavie. Donc c'était un climat très très différent du nôtre. Mais en moyenne globale, la température n'était que de 5 à 6 degrés plus froide qu'actuellement. En gros, 4 degrés, c'est disons, les 2/3 d'un changement entre période glaciaire et interglaciaire. Mais là, la nature a mis des milliers d'années à effectuer cette transition. Plus de 5000 ans, là, nous sommes en train de faire cela
moins de 100 ans, en une centaine d'années. C'est vraiment ça la différence. La capacité d'adaptation, elle existe, mais elle est limitée. Et on a de bonnes raisons de penser que si le climat excède, disons, 2 degrés, c'est un peu une barre symbolique, eh bien la capacité d'adaptation devra vraiment commencera à disparaître. Donc Jean Jouzel évoquait le réchauffement climatique. C'est une problématique qui est directement liée avec celle de la couche d'ozone. Pourquoi ? En fait, les deux sujets sont liés, mais sont un peu différents, parce que la perturbation de la couche d'ozone est liée à l'émission de certains gaz, qui sont les chlorofluorocarbures, qui ne sont pas les hydrocarbures qui induisent le changement climatique. Donc, c'est deux problématiques un peu séparées, mais elles sont liées dans la mesure où l'ozone est aussi un gaz radiatif qui a un effet sur le climat. Donc, une perturbation de l'ozone va avoir un effet sur le climat, et de même, la perturbation du climat va avoir un effet sur l'ozone. Donc les deux sujets étant liés, ils sont étudiés aussi ensemble. Et justement, la problématique du retour à l'équilibre de l'ozone dépend beaucoup du changement climatique. Et ce changement climatique, justement, vous préoccupe-t-il? C'est la question que nous sommes allés vous poser dans les rues de Saint-Quentin aujourd'hui. Oui, parce que nous, on fait attention maintenant à nos consommations énergétiques et on a mis sur notre toit des panneaux solaires. Ça m'inquiète quand même, oui. Pour les jeunes, pour les enfants, pour tout le monde, pour ceux qui arrivent. Ça m'inquiète un peu, oui, avec tous les phénomènes climatiques exceptionnels qui peuvent se produire sur certaines communes. C'est vrai que c'est un peu inquiétant. Un petit peu, parce que je vois je viens de voyager dernièrement et il y a des pluies partout. Il pleut partout sur Singapour, la Thaïlande, et je pense que ça vient de ça. J'ai peur que la banquise dégèle, ou au contraire qu'il fasse très très froid. On ne sait pas exactement ce que l'avenir nous réserve sur ce plan. À mon avis, si on ne fait rien pour enrayer ça, il y aura de plus en plus de phénomènes telles les tempêtes sur une commune, des ravages comme ce qui s'est passé avec la tempête Xynthia, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des décisions politiques qui vont dans le bon sens, qui sont prises encore aujourd'hui pour améliorer cette situation, lutter contre ce réchauffement climatique ? Les décisions sont très timides, hein. C'est ce qu'on a pu voir, le résultat de Doha. En fait, il y a quand même une volonté de certains États pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, notamment l'Union européenne, qui s'engage avec des mesures contraignantes, mais il y a d'autres États qui disent oui, on va prendre des mesures pour réduire nos émissions, mais sans s'engager dans un processus contraignant. Donc c'est un peu ça le problème actuellement. Mais je pense qu'il y a quand même une volonté à l'échelle locale, dans certaines villes, il y a quand même un discours qui est en train de se déclencher. Même si c'est à l'échelle locale. À mon avis, c'est pas suffisant. Comment peut-on agir au quotidien, chacun de son côté, s'il n'y a pas réellement de volonté politique ? Il faut qu'on prenne conscience de que tous nos actes en fait sont générateurs d'émissions. Donc quand on prend sa voiture, on va émettre du CO2. Quand on prend l'avion, on va émettre du CO2, etc. Donc il faut que toutes ces actions puissent qu'on puisse réduire en fait notre propre empreinte carbone. Et donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait de plus en plus, mais il faut que les gens soient aidés aussi, qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils émettent lorsqu'ils prennent leur voiture, ou quelle est la différence, pourquoi ils doivent plutôt prendre les transports en commun plutôt que leur voiture. Pour l'instant, c'est encore assez éparpillé, il n'y a pas un discours vraiment fédérateur sur le sujet. Il n'y a pas assez d'éducation, notamment de sensibilisation chez les jeunes, aujourd'hui encore ? Ça pourrait s'améliorer, je pense. Oui. Ça fait partie de vos projets de nouvelle directrice de l'OVSQ ? Oui, disons que nous, on agit plutôt sur la partie enseignement, recherche, observation, donc c'est plus sur l'aspect recherche, c'est pas tellement sur l'éducation grand public, même si la vulgarisation fait quand même partie de nos missions. Donc effectivement, on va essayer de sensibiliser au maximum la population locale ou nationale sur le sujet. Merci à vous d'être venu nous présenter les travaux que vous menez actuellement à l'OVSQ à Saint-Quentin en Yvelines avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, puisque l'OVSQ est une des composantes. Merci également Valérie d'être venue sur le plateau. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, pour une prochaine chronique environnement. On reste dans l'environnement avec dans un instant l'association Ville Verte qui propose des mercredis Club Nature. Plus de détails à suivre juste après ce reportage réalisé à Elancourt sur Réduisons nos déchets, une opération pour sensibiliser les jeunes d'un centre de loisirs. Donc le composteur, il est là-bas. Qu'est-ce qu'on peut pas mettre dedans? Une peau de banane ou d'orange, ou alors des pelures d'oignon.
Une question qui mérite réflexion. Et finalement... on met toutes les épluchures qu'on a finies et après on les met dans le compost. Ce petit quiz s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets auquel ce centre de loisirs d'Elancourt a souhaité participer. Tout au long de l'année, on a déjà on a un potager. On fait du compost naturel. On a aussi des animaux à l'intérieur au sein même du centre de loisirs. Les animaux en question, les voici. Flocon et Clafoutis en intérieur et Roger qui gambade dans la cour. On change sa litière des fois et on met dans le compost. Les activités du centre de loisirs sont particulièrement axées sur l'environnement et le développement durable. Question de sensibilité des animateurs qui transmettent cet intérêt aux enfants. Ici, ces derniers font leur propre confiture et s'occupent du potager. Ce jour-là, l'activité reine, c'est le compost. Le convoi exceptionnel dirige la brouette jusqu'à son but final. On vient vider la litière de Roger dans le composteur. Pourquoi faire ? Pour que ça fasse de l'engrais et qu'ensuite on puisse les mettre dans les plantes. Reste plus qu'à attendre 6 à 12 mois, la durée moyenne du compost.